Business lance son premier événement de l'année 2022, une année encore en demi-teinte pour ce début d'année. Donc, on est encore sur un système de visio, mais tous les partenaires, on souhaite quand même maintenir ces événements et vous donner le plus de contenu possible pour vos activités de tous les jours. Donc, nous sommes ici sur un événement avec la participation d'AG2R qui est partenaire de C# Business et avec Fiteco qui est également partenaire de C# Business. Merci à vous. Sur un sujet qui peut paraître un peu triste, mais qui ne l'est pas forcément, puisqu'il vaut mieux prévoir. Prévoir est important, anticiper pour son business et puis pour sa famille aussi, pour pouvoir anticiper tous les risques d'un chef d'entreprise quand il se lance dans cette dynamique. Alors, les conseils sur cette visio, c'est évidemment de ne pas hésiter à écrire vos questions sur la partie discussion ou questions-réponses. Moi, je les lis et puis je permettrai d'interrompre les intervenants au cours de leur présentation. Donc, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Plus il y en a, plus c'est sympa. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, une date à noter, je commence déjà comme ça, mais notre prochain événement qui sera en présentiel, à noter dès maintenant, ça sera le 22 mars. Le 22 mars à partir de 11h30, sur un thème sur la conjoncture économique en Eure-et-Loir. Voilà. Vincent Duval, je te laisse la parole. Merci Clémentine, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la main pour, non pas sur demain comme c'est écrit, mais pour vous présenter rapidement ce sujet. Et puis après, donc en 5 petites minutes, et passer la main après à François Landais qui ira plus avant sur ce sujet-là. Donc, je me présente déjà, je m'appelle Vincent Duval, je suis inspecteur de AG2R La Mondiale, donc je m'occupe des équipes de Chartres pour le groupe AG2R La Mondiale. Chartres étant pour nous un endroit un petit peu particulier puisqu'on est un petit peu plus de 550 collaborateurs ici à Chartres et implantés de façon historique depuis pas mal de temps. Donc, le groupe AG2R La Mondiale, c'est le numéro 1 en matière de protection sociale. Aujourd'hui en France, on accompagne 15 millions de clients et 500 000 entreprises, notamment sur le thème que l'on voit aujourd'hui, qui est notre cœur de métier, qui est la protection sociale du dirigeant, du chef d'entreprise, qu'il soit salarié ou qu'il soit travailleur non salarié. Donc, je voudrais juste introduire cette présentation sur l'aspect régime obligatoire et faire un petit point avec vous sur cet aspect-là, parce que je pense que chacun d'entre vous est sensible au fait aujourd'hui de payer des charges sociales. Je pense que ça, vous en avez tous conscience. Donc, vous soyez salarié, comme on le voit là en bleu, un certain montant est prélevé sur vos feuilles de paie quand vous êtes dirigeant salarié. Et ces charges sociales, vous les vivez, souvent on s'en plaint. Et que vous soyez également TNS, même si les montants sont inférieurs, hein, on voit, elles sont saucissonnées par ce qu'on appelle des tranches, que vous devez tous connaître, la tranche A, tranche B, tranche 1, tranche 2, en fonction du statut que vous avez. Et ces charges sociales dont on se plaint souvent, figurez-vous qu'elles vous donnent quand même des droits qui sont issus donc, des régimes obligatoires. Obligatoire, ça sous-entend qu'il est obligatoire de payer, malheureusement. En revanche, il est aussi de votre devoir de demander des prestations. Donc, si on regarde un petit peu de plus près ce que vous donnent ces charges sociales que vous payez et dont parfois on se plaint, vous avez le droit à 3 prestations. François Landais reviendra sur ces 3 prestations aussi en détail tout à l'heure, mais globalement, une fois qu'on est en arrêt de travail, pendant les 3 premières années, on touche ce qu'on appelle les indemnités journalières, on est dans une phase d'incapacité. Et ici, pour un travailleur non salarié, ça représente 56 € par jour. Au terme de ces 3 années, si on est toujours souffrant, eh bien, on va passer dans une autre phase d'indemnisation qu'on appelle l'invalidité. Et ça représente une rente annuelle qui est de 20 000. Alors, pourquoi des indemnités journalières? On s'arrête au jour le jour, on ne s'arrête pas pour une durée donnée. En revanche, une fois qu'on est en invalidité, c'est jusqu'à la fin de votre carrière professionnelle. Donc là, pour le coup, on est parti pour une durée que l'on connaît et sur laquelle on ne reviendra pas. Et une 3e prestation sur laquelle François Landais va beaucoup insister aussi, qui est la prestation d'essai. Et donc, on s'aperçoit que les charges sociales, qui étaient sur la diapo d'avant, vous donnent ces droits-là
Donc, une prestation qui est versée à des ayants droit par les régimes obligatoires pour un non-salarié, qui est de l'ordre de 8 227 euros. Donc ça, ce sont les droits d'un non-salarié. Si on les compare un petit peu avec ceux d'un salarié, puisque les régimes se sont fortement rapprochés, hein. Effectivement, au début, on avait des prestations pour les non-salariés qui étaient très faibles. Eh bien, aujourd'hui, je vous l'ai mis pour mémoire en haut à droite pour qu'on puisse avoir une visu comparative. Là, on s'aperçoit même que les régimes obligatoires vont verser plus de prestations à un non-salarié, hein, 56 euros par jour, alors qu'un salarié va toucher par les régimes obligatoires uniquement 47 euros par jour. En revanche, on voit bien l'alignement à l'euro près en ce qui concerne la validité. Je vous parle ici des prestations maximales. On ne peut pas aller au-delà. En revanche, si les revenus sont inférieurs aux 50 000 euros que je vous ai mis en référence, les prestations seront inférieures. Et sur le décès, eh bien, c'est là aussi qu'un écart est important, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a près de 5 000 euros d'écart. Un salarié ne touche par la sécurité sociale que 3 472 euros. En revanche, et c'est là que la différence se fait, c'est que les salariés vont bénéficier de ce qu'on appelle les conventions collectives. Donc, il y a 500 aujourd'hui branches professionnelles. Au sein de ces 500 branches professionnelles, il peut y avoir plusieurs conventions collectives. Donc, on va avoir un catalogue de prestations qui est lié à la mise en place par les partenaires sociaux des conventions collectives et des prestations dédiées à chacune de ces conventions. Et en général, on va retrouver pour un cadre, donc un dirigeant d'entreprise ayant un statut de cadre, on va retrouver souvent un niveau de prestation proche de celui que je vous présente ici. Donc en jaune, on voit les conventions collectives. On est souvent proche de 85% du brut. Ce n'est pas une règle, mais très souvent, c'est le cas. Et en ce qui concerne les capitaux d'essai, on est très souvent proche des 3 ans de prestations, simplement parce que là, pour le coup, une des conventions, qui est la convention collective des cadres de mars 47, prévoit, à défaut d'avoir une prestation mise en place par l'entreprise, un versement de 3 ans de salaire vers le cadre. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques de cette prestation. Mais effectivement, c'est là que se creuse l'écart, puisque le travailleur non salarié, lui, ne va pas bénéficier de ces conventions collectives. Alors, ces conventions, elles ont aussi un coût. Il faut les payer. Elles sont rajoutées aux charges sociales de votre feuille de paye. Donc, avec ce coût, possiblement, le chef d'entreprise peut, lui, se payer une couverture qui viendra aligner sa protection sur celle de la convention collective sur laquelle il devrait être, ou comme il est indépendant du reste du personnel, mettre en place une couverture qui corresponde plus à ses besoins qu'à ce que la loi lui impose. Donc voilà, en résumé, ce qui est couvert par les régimes obligatoires, mais bien évidemment, ces régimes obligatoires ne sont pas suffisants, même s'il ne faut pas hésiter à demander la mise en place de ces prestations quand on est en arrêt maladie. Parce que bien souvent, les chefs d'entreprise ont tendance à ne pas s'arrêter ou à ne pas demander ces prestations. Mais pour autant, il y a bien des charges qui sont payées, donc vous avez des droits. Et il faut faire jouer ces droits d'une façon assez importante. Donc, je vous ai donné une vision générique. N'hésitez pas, si vous voulez que le détail soit fait pour chacun d'entre vous, à passer par l'annuaire de C# Business et vous me contacter et je viendrai vous faire une étude sur mesure. Mais ces couvertures ne suffisent pas. Il est nécessaire de développer aussi avec vos conseils, donc vos cabinets comptables qui vous accompagnent au plus près depuis des années, comme c'est le cas de Fiteco. Il est nécessaire d'ouvrir un catalogue encore plus large avec des prestations juridiques, un accompagnement qui soit sur mesure également. On a l'habitude de travailler en partenariat sur ce sujet avec Fiteco. Et c'est là que je vais laisser la parole à François qui va venir nous expliquer tout ce qu'il peut développer dans ce cadre d'accompagnement auprès de vous et de vos entreprises. François, Merci Vincent pour la transition, c'est parfait, je suis lancé sur une rampe là impeccable. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc François Landais, effectivement, je suis le directeur juridique et fiscal associé du groupe Fiteco. Donc Fiteco, cabinet d'expertise comptable, de conseil juridique, social, fiscal, patrimonial et d'audit. Donc, Fiteco est un cabinet principalement dans l'ouest de la France. On a 75 implantations dans l'ouest pour environ 1600 collaborateurs salariés.
hein, et l'équipe juridique et fiscale que j'anime est composée de 80 juristes et fiscalistes dans le groupe. Donc, je vous remercie de me laisser cette fenêtre de discussion et de présentation, hein, d'un sujet qui n'est pas toujours évident à évoquer, mais je peux vous assurer, quand on en parle 8 fois sur 10 auprès de nos clients, des chefs d'entreprise, à un moment donné, effectivement, c'est un sujet qu'il faut poser et voir si on est bien calé, au niveau des outils juridiques, sociaux et fiscaux. Alors, il y a eu, Vincent Duval vous a présenté une partie de protection sociale. Moi, je vais un petit peu plus insister sur la partie juridique et fiscale liée à une indisponibilité temporaire, une incapacité permanente, voire un décès. Quels sont les leviers, les verrous qu'il nous paraît impératif de mettre en place pour protéger votre famille, assurer la pérennité de votre activité professionnelle, voilà, afin qu'il n'y ait pas de source de blocage, ni au niveau entreprise, ni au niveau familial, conjoint ou enfant. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Hop. Partager. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. Parfait, merci. Donc, sur cet aspect-là, au niveau des outils qui nous paraissent importants à connaître et puis à éventuellement mettre en place, premièrement, c'est dans le cas où, si vous êtes en société, il est impératif que vous regardiez ce que vous avez prévu dans les statuts de votre société en cas d'incapacité temporaire, permanente ou décès. Personne n'envisage de se retrouver hospitalisé, personne ne souhaite disparaître prématurément, mais ce sont des sujets qu'on ne peut pas anticiper, prévoir, enfin, on ne peut pas prévoir, donc anticipons le problème, mettons en place des leviers pour que, dans le cas où cela malheureusement arriverait, on puisse éviter un blocage de l'entreprise et des conflits familiaux qui peuvent apparaître et que l'on voit apparaître assez fréquemment lorsque rien n'est prévu. Alors, ceux d'entre vous qui ne seriez pas en société, ça peut être un sujet aussi, vous êtes entrepreneur individuel, ça peut être un sujet de se dire, mais pourquoi pas passer en société? Bien souvent, on se dit, je passe en société en vue de faire grossir un peu l'activité, d'associer éventuellement une ou deux autres personnes, de me regrouper, ou également pour des raisons fiscales, de pouvoir aller chercher l'impôt société, qui est quelquefois un petit peu plus intéressant que la fiscalité personnelle. Mais ça peut être aussi pour des raisons juridiques et de prévoir les règles du jeu, entre guillemets, dans le cas où j'aurais une difficulté personnelle, une indisponibilité, une hospitalisation, ou s'il m'arrivait un décès, pour éviter que mon entreprise se retrouve coincée, n'ayant plus de dirigeant ou de chef d'entreprise à sa tête. Et donc, les statuts peuvent prévoir un certain nombre de clauses. Il n'y en a pas 50, vous allez voir, c'est relativement simple, mais important de les avoir en tête et de les mettre en place. Ça ne coûte pas grand-chose, franchement, ce n'est pas l'enjeu du coût de mettre à jour les statuts par rapport à l'intérêt que ça peut en avoir au niveau entreprise et famille. Alors, premièrement, c'est d'intégrer systématiquement dans vos statuts des clauses qu'on appelle de démembrement de propriété. C'est-à-dire que si vous êtes en société ou si vous passez en société, vous avez les parts de votre entreprise, les actions de votre entreprise, de votre société, vous êtes plein propriétaire. Sauf que si il vous arrive quelque chose, donc prenons le cas du décès par exemple, si vous êtes marié, vous avez un enfant ou plusieurs enfants, eh bien 9 fois sur 10, ce décès va générer un démembrement des parts entre votre conjoint survivant et vos enfants. Votre conjoint survivant, dans bien des cas, il héritera, entre guillemets, de l'usufruit de l'entreprise et vos enfants hériteront de la nue propriété. C'est comme ça dans 80 à 90% des situations matrimoniales, on a quelques exceptions, mais bien souvent, dans la très grande majorité des cas, le décès, malheureusement, génère un démembrement entre le conjoint survivant et les enfants. Or, si vous n'avez pas prévu en amont les règles du jeu pour savoir qui de l'usufruitier, de votre conjoint ou de vos enfants nus propriétaires pilotera l'entreprise, prendra les décisions dans la société en assemblée générale, qui sera l'associé,
qui aura le droit de vote? Qui aura les droits aux dividendes? Votre entreprise, si elle continue de tourner, il y a des résultats, ou si l'entreprise est vendue, qui percevra l'argent? Le résultat exceptionnel issu de la vente, le résultat courant. Si rien n'est prévu, vos enfants et votre conjoint vont subir. Ils vont devoir se débrouiller, se mettre d'accord. Il y a des règles de base prévues par le Code civil, certes, mais elles sont relativement étroites. Il est important que vous prévoyiez cette situation pour dire, ben voilà, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, mon conjoint usufruitier aura les droits pour piloter, pour décider en assemblée générale, aura le droit de vote, aura les droits financiers, percevra le dividende s'il y a un dividende de versé, pourra gérer la trésorerie, et les enfants du propriétaire, eux, ne piloteront pas. Si vous ne prévoyez rien, par défaut, ce sont les enfants nus propriétaires qui seront les associés de l'entreprise et donc qui auront le pouvoir de décision. Voilà. Ce qui n'est pas souvent souhaité, surtout quand on a des enfants mineurs ou quand on a des enfants qui se soucient peu de l'entreprise que l'on a pu monter. Donc, monter une affaire, disposer d'une société, d'une entreprise qui tourne très bien, mais gérer la situation, entre guillemets, catastrophe, c'est encore mieux pour éviter les sources de conflits qui pourraient naître par ailleurs. Voilà. Ça vaut aussi pour les partenaires pacsés. Si vous n'êtes pas marié, mais que vous êtes pacsé et que vous avez prévu les règles successorales dans un testament chez votre notaire, eh bien, en cas de décès, le décès peut générer un démembrement. Et donc, prévoir les règles qui s'appliquent entre droit financier et droit de vote dans le cas de votre disparition, c'est vraiment essentiel pour éviter les sources de conflits familiales, tout simplement. En famille, si on prévoit les règles de notre vivant, en général, ça permet de disposer des dernières volontés, entre guillemets, que vous souhaitiez mettre en place voilà, avant de disparaître. Ce n'est pas très heureux comme sujet, mais malheureusement, ça arrive. Ça nous est beaucoup arrivé ces derniers temps. Et on s'est rendu compte que dans 9 fois sur 10, les statuts ne prévoyaient rien, tout simplement. Donc, sollicitez votre cabinet, votre juriste, votre conseil qui vous accompagne pour qu'il regarde avec vous. Il n'y en a pas pour longtemps et ça permet bien de se protéger. Voilà. Alors, le démembrement de propriété, comme je l'indiquais, à la suite du décès, peut provenir d'une origine légale lorsque rien n'était prévu. Les enfants héritent de leurs parents, de leur père ou de leur mère décédés. Eh bien, le conjoint survivant recueille la totalité en usufruit et les enfants recueillent la totalité en propriété. Il peut y avoir des variantes. On n'est pas là pour discuter des différents cas, des différentes répartitions successorales, mais vous voyez, c'est dans ces situations-là qu'on génère un démembrement de propriété, donc un usufruit ou une nue propriété. Ou origine conventionnelle, en cas de donation entre époux ou testament, effectivement, on a également un démembrement. Le démembrement de propriété, il peut également arriver si vous décidez un jour ou l'autre de faire une donation à vos enfants de la nue propriété des titres de l'entreprise, de la société. Certains d'entre vous même disposent d'une holding, donc quelquefois, même bien souvent, la transmission de l'entreprise se fait au niveau de la holding. Et donc, vous donnez généralement la nue propriété des titres à vos enfants et vous gardez l'usufruit de votre vivant. Et bien là également, la donation génère un démembrement. Quelles sont les règles de répartition prévues en droit de vote et droit financier entre l'usufruitier et le nu propriétaire? Attention à ça. Bien souvent, la donation, vous la faites chez le notaire. Donc, le notaire va vous dire il faut prévoir les règles des droits de vote. Alors, je ne sais pas s'il y a un notaire dans l'Assemblée, mais il prévoit moins, ce n'est pas une critique du tout, mais il a tendance à un peu moins prévoir la répartition des droits à dividendes, des droits financiers. Parce que il prévoit bien la répartition des droits de vote, mais moins la répartition des droits financiers. C'est ce qu'on peut constater en pratique. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Quand on est sur ce genre de conseil, vous faites une donation chez le notaire, c'est bien qu'avec votre cabinet comptable, il y a un échange à 3, également avec votre agent d'assurance également, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien aussi à votre niveau, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tout ça dans un seul et unique objectif, c'est assurer la poursuite de l'activité et éviter les sources de conflit.
Voilà. Donc ça, c'est le premier levier qui est assez puissant, qui est important et qu'il faut regarder dans vos statuts. La deuxième, c'est toujours dans les statuts de votre entreprise, c'est de gérer ce qu'on appelle la clause d'agrément. C'est-à-dire que si vous disparaissez et que vous laissez donc, des enfants, des héritiers, eh bien voir si vos héritiers sont de plein droit associés dans la société, ou est-ce que cela nécessite un agrément des autres associés, vous avez plusieurs associés, avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes associés. Je prends l'exemple d'une situation que j'ai eue il y a 1 an et demi, deux frères qui sont associés à 50-50 dans une holding. Eh bien, il y en a un des deux qui est décédé à 71 ans, 71-72, et il a laissé ses 3 filles en héritières et qui ont donc hérité de la moitié des parts de la holding. Le frère survivant, l'oncle, lui, il ne voulait pas forcément de ses nièces dans la société, il ne s'entend pas particulièrement bien avec elles, il ne les connaît pas plus que ça. Et donc heureusement qu'était prévu dans les statuts le fait que les héritiers ne sont pas forcément associés du fait de l'héritage. Ça nécessite un agrément de leur part avant qu'ils ne soient associés. Et donc là, on avait prévu dans les statuts explicitement que s'il y avait un décès d'un des associés, il fallait que les héritiers soient agréés par les autres pour devenir associés. Donc là, évidemment, le frère survivant n'a pas agréé ses nièces et donc il a dû leur verser une indemnité. On leur a calculé un montant, une valeur correspondant à 50% de la holding qu'il leur a versé. C'est même la holding qui leur a versé pour leur reprendre les parts et ça a permis de ne pas intégrer les nièces dans la société de holding ou la société d'exploitation. Donc, regardez ça aussi quand vous êtes plusieurs associés. Regardez quand même s'il arrive malheur à l'un, on se souhaite longue vie, mais s'il arrive malheur à l'un, qu'est-ce qui est prévu au niveau des héritiers pour ne pas vous retrouver avec des enfants d'associés dans la société. Bon, ce n'est pas forcément compliqué, mais c'est le deuxième levier qu'il faut vraiment prévoir dans vos statuts. Le troisième levier, c'est quelque chose d'assez efficace. C'est le cas où vous êtes en indisponibilité temporaire ou permanente. Vous êtes hospitalisé pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Qui prend le relais dans ces cas-là? Temporairement, le temps de votre rétablissement. Donc, si vous arrive cette indisponibilité, bon, également si vous décédez, qui est le nouveau gérant ou le nouveau président de votre entreprise? Ça, on peut le prévoir aussi dans les statuts en nommant ce qu'on appelle un mandataire remplaçant. Un mandataire social à effet différé, c'est-à-dire qu'il est nommé gérant ou président dans le cas où vous êtes indisponible avec constatation médicale, bien sûr, ou si vous décédez, eh bien, d'ores et déjà, il y a un remplaçant, un gérant remplaçant ou un président remplaçant qui prendra le relais immédiatement pour assurer la poursuite de l'activité de votre entreprise. Il faut bien vous poser la question de dire, voilà, si je suis indisponible, qui va signer les contrats fournisseurs? Qui va avoir les relations avec la banque? Qui va continuer à faire vivre ma boîte pendant le temps de mon rétablissement? Alors, si c'est une indisponibilité très légère, il n'y a pas de souci, vous pourrez continuer à signer. Mais si vous êtes hospitalisé de manière un peu plus lourde, on a pu avoir des situations ces derniers temps, si au pire, exactement, voilà, vous décédez, en attendant la nomination d'un nouveau gérant ou d'un nouveau président qui peut prendre du temps, qui peut être source de conflit, eh bien, le fait de le prévoir en amont et de dire, voilà, je prévois qu'un tel, mon conjoint, par exemple, ou telle personne en qui j'ai totalement confiance, pleinement confiance, prendra le relais, deviendra le nouveau dirigeant et assurera la poursuite d'activité, le temps de mon rétablissement ou le temps qu'il y ait un vote d'un nouveau mandataire social. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus dans les statuts. Lorsque l'activité est bien lancée, qu'elle tourne, c'est parti, c'est encore une clause de protection, de précaution qu'il faut avoir à l'esprit pour éviter, encore une fois, les sources de conflit. J'ai eu le cas là récemment, donc, un monsieur qui est décédé, qui a laissé 2 de ses enfants dans la société, héritiers,
les enfants ne se mettent pas d'accord, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour dire pour qui ils vont voter pour être le nouveau gérant ou président de la société. Le fait que le père ou la mère l'ait prévu en amont dans les statuts, ça peut être quelqu'un d'autre qu'un des héritiers d'ailleurs, hein, eh bien, en général, ça limite les problèmes et ça évite la paralysie de l'entreprise, hein, dans son fonctionnement du quotidien. Voilà. Donc, les enjeux sont ceux-là, hein, ces trois clauses-là, elles sont insérées dans les statuts à vérifier. Je pense que je suis prêt à faire le pari que sur le 80-90% d'entre nous, hein, d'entre vous, n'avaient pas ces clauses, ces trois mesures, ces trois outils dans vos statuts, hein, pour ceux qui sont en société. Ceux qui ne le sont pas, ça peut être une réflexion aussi de se dire attention, ma boîte elle tourne bien, je suis en individuel, ce n'est pas forcément la meilleure forme d'exploitation pour sécuriser et protéger son activité. Hein, sachant que la forme de société n'est pas lourde en soi, hein, pour exploiter une activité, lorsqu'on peut y accéder. Hein, toutes les professions ne peuvent pas accéder aux sociétés, aux SARL ou aux SAS. On a une première question. Est-ce qu'il faut modifier les statuts ou est-ce qu'une AG peut suffire pour ces modifications? Alors, une AG ne suffira pas. Alors, il faudra convoquer une assemblée générale pour pouvoir modifier les statuts. Hein. L'AG est nécessaire pour modifier les statuts. Mais in fine, les statuts, c'est une modification dans le marbre. Il faut que ce soit incorporé dans les statuts. Donc, convocation d'une AG qui décide, résolution numéro 1, 2, 3, mise en place des trois outils, mise à jour des statuts, et là, vous êtes bien. Voilà. Donc, important de le prévoir. On est tous à se souhaiter, encore une fois, de ne pas avoir de soucis, mais malgré tout, autour de nous, on en connaît, on en a vu. Voilà, on dormira pas forcément mieux en ayant mis ces outils-là, quoique si, peut-être, en se disant que vous aurez fait en tout cas à utiliser le maximum des leviers pour éviter des sources de conflits, éviter que les enfants, entre eux, à un moment donné, s'emmènent devant le tribunal, comme on a là aussi. 3 enfants, il y a une des sœurs qui attaque son frère et son autre sœur devant le tribunal parce qu'elle n'est pas d'accord, parce qu'ils n'arrivent pas à débloquer des situations qui auraient pu, si elles avaient anticipé, être prévues dans les statuts en amont. Donc, ces 3 premiers leviers, ils sont essentiels dans les statuts. Voilà, donc là, un petit résumé. Qu'avez-vous prévu en cas d'incapacité? Est-ce que vous avez prévu un mandataire remplaçant, un président ou un gérant remplaçant? Et en cas de décès, est-ce que vous avez bien mis en place les clauses de démembrement, les clauses d'agrément des héritiers et le choix d'un mandataire social différé le temps de votre rétablissement? Voilà. Alors, il y a un quatrième levier sur lequel je vais un petit peu plus m'arrêter, qui est plus que d'actualité puisqu'il a été vraiment mis à jour par Bercy le 21 décembre dernier, donc il y a un petit peu plus de 2 mois. C'est ce qu'on appelle le pacte Dutreil, qui est un sujet de l'élection présidentielle sur lequel les candidats sont interrogés à leur tour pour dire est-ce que vous maintiendrez ce formidable outil qui est le pacte Dutreil pour les entreprises, ou est-ce que vous allez le grignoter ou réduire ses gains, ses effets? La plupart souhaitent conserver l'intégralité des avantages du pacte Dutreil. Il y a peut-être à l'extrême, aux extrêmes où ils souhaitent le rogner un petit peu, il faut être clair, mais si la balle est au centre ou droite ou gauche sans aller aux extrêmes, le pacte Dutreil tel qu'il est et qu'on va le présenter suite à la grande réforme du 21 décembre dernier va être maintenu, ce qui est une excellente nouvelle, hein, vraiment compte tenu de la puissance de ses effets. Donc le pacte Dutreil, qu'est-ce que c'est, hein, et pourquoi il est important d'en signer un? Ça ne vous engage pas à grand-chose, mais au moins ça permet d'avoir des effets extrêmement puissants quand il est signé. Donc, le pacte Dutreil, c'est un contrat que vous allez signer avec vous-même ou avec d'autres associés, si vous êtes d'autres associés. Il fonctionne quand on est en entreprise individuelle ou en société.
On va parler un peu plus du cas des sociétés, mais ça fonctionne aussi quand on est en entreprise individuelle. Donc, tous les chefs d'entreprise peuvent signer un pacte Dutreil. Ils sont tout seuls, ils se signent avec eux-mêmes, ils auront moins de difficultés à se mettre d'accord. Et s'ils sont plusieurs associés, ils peuvent signer à plusieurs si les autres souhaitent également bénéficier de l'avantage du pacte Dutreil. Donc, c'est un contrat que vous signez, il fait 5-6 pages. Vous le déposez, votre juriste, votre cabinet comptable le dépose à l'enregistrement auprès de l'administration fiscale pour bien attester que vous avez signé un contrat avec vous-même. Et ce contrat dit quoi? Ce contrat dit que vous vous engagez à garder votre entreprise pendant au moins 2 ans. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il dit. Et si vous ne gardez pas votre entreprise pendant 2 ans, rien ne se passe tant que vous n'avez pas donné votre entreprise à vos enfants ou à votre conjoint, ou tant que vous n'êtes pas décédé. Donc, ça ne vous engage à rien aujourd'hui à signer un pacte Dutreil et vous engager pendant 2 ans. Voilà, je m'engage à garder la boîte pendant 2 ans. Si je ne la garde pas, que je la vends avant, tant que je ne suis pas décédé ou que je n'ai pas donné les parts de mon entreprise, il n'y a pas de sujet. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert à ce moment-là de signer un pacte Dutreil? L'intérêt, c'est que ça permet de faire courir ce fameux délai de 2 ans. Vous devez garder votre boîte pendant 2 ans. Donc, plus tôt on signe et on fait courir le délai, mieux c'est. Et une fois qu'on a signé ce pacte, ça nous permet, je ne vais pas dire de décéder tranquillement, non, ça nous permet surtout d'être un peu plus serein, de se dire, si je décède, ou si à un moment donné, je souhaite, dans les années à venir, donner une partie de mon entreprise à mes enfants, je pourrais, sur le calcul des droits de donation ou des droits de succession, éliminer les 3/4 de la valeur de mon entreprise pour le calcul des droits. Donc, si, on prendra un exemple tout à l'heure, si j'ai une entreprise qui vaut 500 000 euros, et si je décide de la donner à mes enfants, j'ai les 3/4 de ces 500 000 euros qui déjà ne seront pas soumis aux droits, seront transmis en franchise complète de droits de donation ou de succession. Ça vaut que mon entreprise elle va 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 30 millions, 100 millions, peu importe. L'abattement, c'est 75%, les 3/4 de la valeur de l'entreprise qui sont transmis en franchise complète de droits de donation ou de succession. Et pour ça, il faut d'abord s'être engagé à garder la boîte pendant 2 ans. Donc, là où j'attire votre attention, c'est vraiment, même si vous dites « je n'ai pas l'intention de donner », on n'a pas non plus l'intention de décéder. Malgré tout, c'est quand même pas mal de signer ce contrat-là parce que de toute façon, vos héritiers, ils auront des droits à payer le jour venu. Et donc, si le pacte Dutreil a été mis en place et qu'on leur dit heureusement que ça a été mis en place parce que ça permet de transmettre et vous ayez sur l'entreprise récupéré que 1/4 de la valeur sur laquelle on calculera les droits de succession ou de donation, si vous voulez donner, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, bien sûr, pour que ça ait pleinement son effet, les héritiers, eux, devront poursuivre l'activité pendant 4 ans. Ils ne sont pas obligés d'être dirigeants de la boîte. Ils devront garder, entre guillemets, la boîte et poursuivre l'activité pendant 4 ans, une fois qu'ils auront hérité ou que vous leur aurez donné les parts. Voilà, donc il y a ces engagements-là, mais l'effet est quand même considérable. Ce pacte Dutreil, ce contrat ne peut être signé que sur des entreprises qui ont une vraie activité professionnelle. On ne peut pas signer un pacte Dutreil sur une SCI, par exemple, ou sur une holding passive. Une SCI, c'est immobilier, même si c'est votre outil, votre local professionnel, ce n'est pas une activité professionnelle commerciale, artisanale, agricole, libérale ou industrielle. Il faut vraiment avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour qu'on puisse signer ce petit contrat. Voilà. Donc, vous voyez qu'en le signant, tant que vous n'avez pas donné et tant que vous n'êtes pas décédé, ça ne vous engage pas à grand-chose. Voilà. On dit on garde pendant au moins 2 ans. Voilà, donc je passe, ce n'est pas forcément le plus important. Et ensuite, les enfants, eux, ou les héritiers, ou les donataires, si vous donnez, devront poursuivre et garder les titres 4 années de plus pour que l'effet du pacte Dutreil soit pleinement efficace. Il faut que vous ayez une fonction de direction dans la boîte. Donc, si vous donnez les parts à vos enfants, vous pouvez toujours garder la fonction de direction, être toujours le chef de l'entreprise ou le gérant ou le président. Il faut garder une fonction de direction pendant 5 ans. Il y a minima 3 ans suivant la donation.
Par contre, si vous décédez, effectivement, c'est un des héritiers qui doit reprendre la fonction de direction. Mais si vous souhaitez donner une partie de votre entreprise ou toute votre entreprise, vous pouvez tout à fait garder la fonction de direction de votre vivant. Et ça, c'est une nouveauté du 21 décembre. Il a fallu qu'on se batte l'an dernier auprès de Bercy parce qu'ils voulaient faire sauter cette condition-là au mois d'avril 2021. Et le 21 décembre dernier, ils ont laissé tomber en disant on est OK pour que les parents qui donnent leur boîte puissent poursuivre une fonction de direction, leur fonction de direction de gérant ou de président de l'entreprise, tout en bénéficiant du pacte Dutreil. Voilà, donc un petit résumé, l'engagement de 2 ans au départ. Il faut signer le pacte Dutreil ici, vous le posez à l'enregistrement, et c'est parti, les délais de 24 mois courent, et ça vous permet ensuite de donner, ou s'il y a un décès, de mettre en œuvre le pacte Dutreil et donc d'appliquer un abattement de 75% sur les titres ou sur l'entreprise transmise, à condition que les enfants s'engagent à garder individuellement 4 années de plus des titres reçus. Alors, prenons un exemple pour voir un petit peu l'enjeu de ce pacte Dutreil. Donc, c'est un cas réel, bien sûr, on a changé complètement les noms. On a donc Madame et Monsieur Martin qui détiennent chacun 50% des titres de la société, une SARL, les amis. Et la SARL, les amis, est donc valorisée de 2 millions d'euros, c'est déjà une valeur assez significative, très importante. Et donc, le couple Martin souhaite transmettre les titres de la société à leurs 2 enfants, qu'on a renommés Léon et Léa. Ils n'ont pas fait de donation jusqu'à présent et ils ont 59 et 60 ans. Donc, ils souhaitent un petit peu préparer et passer le relais à leurs enfants, tout en restant gérant de la SARL, mais ça permet de mettre un pied à l'étrier à leurs 2 enfants, Léon et Léa, qui poursuivront l'activité. Bon, les abattements, vous voyez que quand on donne, on a des droits de donation qui peuvent monter, qui vont de 5 jusqu'à 45%. Donc, on est quand même sur des tarifs qui peuvent monter assez vite, sachant que quand on donne, on arrive vite à un niveau de droit de donation de 20%. Vous voyez qu'au-delà de 15 932 € de biens donnés à ses enfants, eh bien, on est sur des tranches à 20%. Voilà. Ça monte assez vite. Puis 30% au-delà de 550 000 €. Donc, qu'est-ce que ça donne si monsieur et madame Martin donnent leur SARL à leurs enfants? Si on ne met pas de pacte Dutreil, donc Léon va recevoir de sa mère et de son père 500 000 € chacun. Donc, madame Martin va donner à Léon 500 000, monsieur Martin va donner à Léon 500 000, et ils vont faire les mêmes choses à leur fille Léa. Ils donnent donc, parce qu'on a une valeur de 2 millions d'euros au total. Ils n'ont pas donné auparavant ces 15 dernières années, donc ils ont toujours l'abattement de 100 000 € utilisable par parent et par enfant. Cet abattement, il est envisagé de le porter à 200 000. Il y a un certain nombre de candidats qui se disent que ça pourrait valoir le coup de renforcer, d'avantager un peu plus ces transmissions pour faciliter les transmissions d'entreprise. C'est important. Ils se sont rendus compte et ils ont bien raison sur le fait que les transmissions familiales, généralement, si elles sont bien préparées, sont des réussites sur la plupart des transmissions qu'on peut constater en tout cas. Donc, il est important de les favoriser. Et le pacte Dutreil est là pour ça aussi. Donc, sur 500 000 donnés par Mme Martin à son fils Léon, et on a l'abattement de 100 000, ce qui fait qu'une base imposable au droit de donation de 400 000 €, qui fait un montant de droit dû de 78 195 €. Voilà. Même chose pour M. Martin, qui va donner à son fils, et puis à leur fille Léa, ils vont faire la même chose. Ce qui fait au total un montant de droit à payer de 312 780 € si je n'ai pas de pacte Dutreil et que je donne les titres à mes enfants. Monsieur et Madame Martin ont donné. C'est quand même considérable. La SARL n'a absolument pas 312 000 € de cash et eux non plus d'ailleurs pour payer ses droits. Donc, vous voyez bien le blocage quand même jusqu'alors. Si on n'avait pas le pacte Dutreil, il fallait quand même trouver 312 000 € pour transmettre l'entreprise à ses enfants. Vous allez me dire, les enfants, ils ne l'achètent pas, l'entreprise, puisqu'on leur donne. Donc, ça pourrait être les enfants qui vont chercher 312 000. Mais aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas forcément 312 000 € à trouver comme ça. Et au niveau des établissements financiers, ce n'est pas si simple à lever pour trouver un financement de 312 780 €. Alors, il faut être très bien avec son partenaire bancaire
hein, ça peut être une solution, mais voilà. Et le souhait des parents, c'est de transmettre en général sans faire supporter les droits de donation à leurs enfants. Hein, c'est une vraie donation, ce n'est pas une donation avec un coût à payer quand même significatif. Alors, si maintenant on met en place le Pacte Dutreil, l'écart, vous le voyez, donc on est toujours sur une valeur transmise de 2 millions d'euros, sauf qu'on va éliminer 75% de la valeur transmise grâce à la signature de ce Pacte Dutreil, qui est donc un bout de papier de 5 pages enregistré aux impôts et qui va avoir cet effet incroyable d'éliminer 75% de la valeur de l'entreprise. Et donc, on va avoir une base imposable seulement, entre guillemets, de 125 000 euros. L'abattement qui n'a pas été utilisé non plus, puisqu'il n'y a pas eu de donation ces 15 dernières années, donc 100 000 euros, ce qui fait qu'on a une base imposable après abattement de 25 000 euros, sur lesquels on calcule les droits de donation, qui ne seront que de 3 194 euros par parent et par enfant. Ce qui amène à 12 776 euros de droits à payer grâce à la signature de ces 5 pages de Pacte Dutreil, comparé aux 312 000 euros. Vous voyez qu'il y a un écart de 300 000 euros. Ça fait cher la page quand même, mais c'est un gain, c'est une économie, donc c'est plutôt assez puissant. Voilà. Donc là où je souhaitais attirer votre attention, ce n'est pas forcément d'inciter à donner à vos enfants, c'est surtout plus on signe tôt ce Pacte Dutreil, plus on fait courir les engagements et les délais. J'ai eu le cas à plusieurs reprises de clients qu'on a pu voir, et on leur en parle de ce Pacte Dutreil, puis ils nous disent oui, mais bon, moi, peut-être que dans 2 ou 3 ans, j'ai quand même l'intention à un moment donné de vendre ma boîte. Ça aurait été peut-être pas mal que je mette ce Pacte Dutreil en place avant, que je donne éventuellement à mes enfants, mais là, vous me parlez qu'il y a des engagements de 2 ans, puis 4 ans par les enfants, ça fait 6 ans, ça. Et moi, dans 6 ans, j'aurais vendu, voilà, donc c'est trop tard. Il aurait fallu qu'on signe ce Pacte Dutreil avant. Donc, voilà, c'est vrai que nous, cabinet d'expertise comptable ou de conseil, on n'en parle pas systématiquement à tous nos clients. On devrait peut-être le faire un peu plus, on va le faire un peu plus, mais ce n'est pas des sujets que l'on évoque en première ligne. On évoque plus le contexte économique, la partie financière, la partie comptable, et moins le décès ou la donation d'une entreprise. Donc, c'est un sujet vraiment à regarder. Je ne peux que vous inviter, quand vous avez une valeur d'entreprise qui est assez significative, on va dire au-delà de 400 ou 500 000 euros de valeur d'entreprise, ça vaut le coup de réfléchir à se dire peut-être qu'il vaut mieux que je signe ce bout de papier, là, ce Pacte Dutreil, au cas où. En dessous, en valeur, si votre entreprise vaut moins de 4 ou 500 000 euros, ça vaut moins le coup parce que vous voyez qu'avec les abattements de 100 000 euros par parent et par enfant, on arrive à écraser ces droits de donation ou de succession de manière assez forte. Bon, d'un autre côté, en réfléchissant ensemble un petit peu, je me dis, même quand la valeur de l'entreprise n'est pas très forte, de toute façon, qu'est-ce que ça coûte d'aller signer un Pacte Dutreil aux impôts? Ça ne va pas vous engager à un contrôle fiscal, rassurez-vous. Et puis, de toute façon, ça ne fait que courir un délai. Voilà. Et par contre, si dans 2 ou 3 ans, votre entreprise elle vaut un peu plus cher, on ne sera peut-être pas mécontent d'avoir signé ce document-là en amont. Voilà. Donc, c'est à voir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas dans le chat. Pas pour le moment. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, c'était ces 4 outils-là, au-delà de la présentation de Vincent Duval sur la partie protection sociale, qui est extrêmement importante également. Mais on parle des fois un peu moins de ces aspects, de ces petits outils juridiques qui sont assez puissants et sur lesquels il faut que vous preniez 1 heure ou 2 avec votre cabinet, pas plus, pour que tout ça se soit réglé et que vous puissiez aller bosser sereinement et faire développer votre activité sans vous dire, mais attention, si ça se développe, est-ce que ce n'est pas à un moment donné un cadeau empoisonné si je n'ai pas prévu les leviers juridiques pour protéger l'entreprise et ma famille. 2 derniers points, il me reste quelques minutes, 2-3 minutes, après je crois s'il y a des questions, mais voilà, je voulais limiter cette présentation. Il y a 2 autres leviers qu'on utilise un peu moins, mais peut-être que vous en avez entendu parler.
c'est le mandat de protection future et le mandat effet posthume. Alors, je ne vais pas les développer plus que ça, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Et puis, en pratique, très honnêtement, on les voit assez peu. Premièrement, peut-être parce qu'ils sont très lourds à mettre en place. Il faut passer par devant notaire, c'est ce que je vous conseille. Il y en a un des deux qui est obligatoirement devant notaire, mais je vous recommande, même pour les deux mandats, à passer par devant notaire. Donc, le mandat de protection future permet d'aller plus loin que les leviers que je vous ai indiqués en englobant tout votre patrimoine, qu'il soit professionnel ou personnel. Dans le cas où vous seriez en incapacité ou hospitalisé ou incapacité permanente ou temporaire, eh bien, vous nommez un mandataire qui va s'occuper de la gestion de tout votre patrimoine. Ça va loin, c'est très engageant. Il faut prendre beaucoup plus de temps avant de signer ce genre de document. Donc, passer par un notaire, c'est indispensable parce que ça va bien au-delà de l'entreprise. Ça va sur tout votre patrimoine. Et le mandat effet posthume, c'est l'autre mandat. Donc, je vous l'ai mis dans le support parce que je pense que le support sera en ligne ou disponible auprès de C# Business. Mais voilà, je vous l'ai mis quand même, si certains ça vous intéresse, pour avoir un peu plus d'informations sur cet outil. Et le deuxième, c'est le mandat effet posthume qui est assigné par devant notaire obligatoirement, celui-ci, qui permet de gérer également tout le patrimoine en cas de décès du dirigeant ou du chef d'entreprise, un patrimoine professionnel ou personnel, et d'englober vraiment l'ensemble du patrimoine pour savoir comment ce sera géré. Alors là, c'est pareil, très lourd. Et en pratique, quand on en parle à nos clients, chefs d'entreprise, peut-être que nous, on n'insiste pas assez, je ne sais pas, mais ce n'est pas forcément un outil qui est très développé dans le tissu économique local, parce que peut-être trop lourd. Je vous l'ai quand même mis pour que vous ayez bien tous les leviers juridiques et fiscaux disponibles pour gérer ces deux aspects d'incapacité ou de décès. Mais les 4 premiers sont clause démembrée dans les statuts, dirigeant, remplaçant et clause d'agrément et pacte du trail, ce sont les 4. Ceux-là, ils nous paraissent vraiment essentiels pour éviter les situations de blocage. Voilà, je crois que j'avais jusqu'à 12h15, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je crois que je suis dans les timings. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Si je peux me permettre, plus qu'une question, c'est de réinsister sur beaucoup d'aspects. Donc là, on a parlé de tout ce qui était problème de santé en réalité, mais il y a un phénomène qui, lui, n'est pas lié à un problème de santé, c'est les familles recomposées. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi au sein de la problématique de la transmission d'entreprise ou de qui devient quoi au sein de l'entreprise en cas de décès ou en cas d'arrêt maladie, la problématique des familles recomposées et tous les outils qui ont été mis en avant par François Landais sont des outils qui sont des couteaux suisses et qui permettent effectivement de résoudre ce problème-là de transmission d'entreprise, de décès, de maladie et ainsi de suite, dans le cadre d'une famille recomposée, parce que je pense que tout le monde suppose quelle va être la problématique des enfants d'un premier mariage, d'un deuxième mariage, d'un conjoint. Voilà. Et donc, cette sensibilité, elle doit être accrue aussi quand on est dans le cadre d'une famille recomposée, avec la nécessité forcément d'anticiper là-dessus. Tout comme vous avez sûrement pensé à anticiper sur votre patrimoine de façon globale, pris des décisions auprès des notaires et ainsi de suite. Là, votre entreprise, c'est la même chose. Je pense qu'on ne réalise pas, malheureusement, Monsieur Landais et moi-même, on est très, très souvent appelés à accompagner des entreprises qui se trouvent dans ces situations-là. Alors vous, ça ne vous arrivera pas et je ne vous le souhaite pas, un décès ou quoi que ce soit. Mais nous, on garantit des prestations dans le cadre d'un décès. Tous les mécanismes qui sont mis en avant depuis le début sous-tendent souvent des solutions financières. Parce que ce qui n'a pas forcément été mis en avant, c'est qu'en cas de décès, si on se retrouve avec un associé face aux héritiers, les héritiers sont détenteurs d'épargne, donc il va falloir financer l'acquisition auprès des associés ou verser un dédommagement auprès des associés que sont les héritiers pour garder la gouvernance et récupérer la totalité de l'entreprise. Donc, nous, on a l'habitude
l'habitude, effectivement, avec Fiteco, d'accompagner sur les solutions financières, de garantie croisée entre associés, couvrant un associé qui va verser des sommes dans le cadre, effectivement, du fait qu'on va minimiser les frais de succession. Toutes ces choses-là, on a l'habitude de le faire et on a l'habitude, malheureusement, de payer ces prestations. Et dans le cas des familles recomposées, je pense que M. Landais ne dira pas forcément l'inverse. Quand on se retrouve face à un décès avec aucune prévision de fait, ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue juridique, et dans le cas d'une famille recomposée, autant vous dire que… Alors, si en plus l'entreprise vaut vraiment beaucoup d'argent, là, c'est la bérésina. Ça peut être très compliqué parce qu'elle a une valeur faciale, hein, mais elle n'a pas forcément la trésorerie pour faire face au paiement de ses droits de succession. Hein. Donc, c'est tout le problème aussi hein, sur les assurances que vous pouvez prendre en tant qu'homme clé hein, qui permettent de garantir des emprunts souscrits par votre entreprise. S'il arrive quoi que ce soit, et on a le cas malheureusement de temps à autre, l'assurance homme clé joue, permet de rembourser les emprunts, mais du coup, la valeur de l'entreprise est relativement importante de ce fait-là. Donc, ça peut poser difficulté. C'est pour ça qu'il y a de la jurisprudence, c'est que vous avez besoin d'être accompagné. Il y a l'arrêt Musel, il y a toutes ces choses-là qui permettent potentiellement d'éviter ces pièges, voilà. De désigner en bénéficiaire ou d'utiliser des choses qui ne vont pas valoriser l'entreprise, mais qui vont bien passer les richesses plutôt vers la personne qui aura besoin de ces richesses-là, hein, des sommes-là, sans passer par l'entreprise. Effectivement, en cas de décès, on a des doubles effets qui se coulent, qui sont catastrophiques, Tout à fait. Disiez M. Landais, c'est-à-dire que si ces sommes-là sont prévues, c'est très bien, on peut faire face au quotidien, mais elles vont valoriser l'entreprise, elles arrivent comme bénéfice exceptionnel, et donc du coup, en valorisant l'entreprise, elles vont générer un surcoût de rachat qui est énorme, et en plus, une survalorisation de l'assiette successorale qui va faire qu'on va encore valoriser les frais de succession. Donc, ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée quand elle est appliquée. Donc, il faut en réalité trouver des solutions qui soient plus adaptées. Il y a la fiscalité de l'assurance vie qui permet de transmettre des patrimoines importants vers des personnes qui ne sont pas forcément des héritiers. Il y a plein de solutions. Il faut vraiment se retourner vers soit votre assureur, soit votre cabinet comptable par rapport à ça. C'est encore mieux quand on travaille ensemble et on a l'habitude de le faire. Et trouver des choses. Mais voilà, je vous alerte, vraiment, on a alerté sur la maladie. Je voulais juste rajouter ce complément sur les familles recomposées. C'est essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que votre intervention a été très claire, puisque nous n'avons pas de questions. Voilà, mais en tout cas, merci pour cette belle intervention. Elle sera disponible en vidéo prochainement. Je mettrai votre présentation et celle d'AG2R La Mondiale aussi au même endroit pour que les gens puissent retrouver le complément d'information que vous nous avez donné dans votre slide. Et puis, un grand merci. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous et excellent. Et bon appétit malgré tout, malgré le sujet. Excellente journée. On n'a pas coupé l'appétit. Et au plaisir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.